Your Excellency, Honorable. Chers membres du Parlement, chers invités, chers collègues, mesdames et messieurs, c'est un grand honneur qui m'est choix. Je vais le faire en anglais, car nous avons décidé, c'était la façon la plus facile pour s'adresser à nos invités aujourd'hui. C'est donc un grand plaisir de vous recevoir ici au Sénat de Belgique, que j'ai l'honneur de présider. La carrière de notre hôte, M. Berisha, est bien connue. Il est né à Vichy-Dol, un visage tout près de la frontière du Kosovo, en Albanie, une zone montagneuse. Et il est devenu professeur en cardiologie à Tirana durant la période soviétique. Et M. Berisha, en 1990, est passé d'un citoyen politique à un militant fervent en matière de la démocratie. Et donc, il a été élu président donc, de l'Albanie. Les premières élections parlementaires en 1991 en Albanie ont produit une minorité de démocrates. Et en 1992, M. Berisha a été élu président de la République d'Albanie. Et il a servi comme président pendant 5 ans. Maintenant, il est le premier ministre de l'Albanie, un poste qu'il a assumé il y a tout juste 1 an. Ce court laps de temps, dans ce rôle, il a été très actif dans la lutte contre la corruption et le crime organisé, améliorant les relations avec l'Europe occidentale et soutenant la candidature de l'Albanie à l'OTAN et à l'Union européenne et incitant son pays au progrès. Donc l'intégration de l'Albanie et l'objectif de la politique étrangère de l'Albanie, un plan d'action permet de négocier avec l'OTAN et avec l'Union européenne. L'Albanie entretient de bonnes relations. Les négociations avec l'Union européenne ont commencé en 2003 et ont débouché sur la signature d'un accord de stabilisation d'association. Les perspectives d'être membre dans l'Union européenne et la force qui anime les réformes économiques et politiques qui sont pratiquées en Albanie, les retombées positives non seulement de l'association sont bien connues et le Premier ministre Berisha a s'efforce de réaliser cet objectif. Les avantages économiques de l'association sont le symbole de l'Albanie. Que l'Albanie adresse à l'Europe, parce que l'Albanie est un partenaire global et souhaite être intégrée et non pas isolée. Et nous sommes sûrs que vous allez succéder dans votre lutte contre le crime organisé. Et je dois dire que tout près de vous, nous avons le sénateur qui est le plus spécialisé dans cette lutte contre le crime organisé, en la personne de M. Vandenberg. Et il est le président de notre commission de la justice et il connaît bien cette matière. Et c'est une des raisons pour laquelle nous souhaitions votre venue au Sénat, parce que nous savons que votre lutte est une des luttes les plus difficiles et nous devons gagner contre le crime organisé en Albanie. Donc le dialogue a permis la participation de l'Albanie à l'organisation de la sécurité et la coopération en Europe. Et c'est très important dans le processus de consolidation des institutions démocratiques de votre pays. Ailleurs insister sur le fait qu'aucun autre projet que celui de l'indépendance du Kosovo ne pourra apporter la paix et la stabilité dans la région. Et de l'avenir, de cet avenir, il est justement question dans le cadre de nos relations entre nos deux pays. Notre Conseil des ministres a approuvé en effet l'avant-projet de loi permettant assentiment de l'accord signé en juin 2005 entre les deux gouvernements concernant la libre circulation du personnel diplomatique. Et d'autres accords, bien sûr, suivront. We are very happy. Nous sommes
très heureux de vous donner la parole, Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente, Madame Lizem, Messieurs les sénateurs et sénatrices, tout d'abord, je voudrais vous remercier chaleureusement pour l'honneur tout spécial qui m'échoit aujourd'hui de pouvoir bénéficier du privilège de m'adresser à cette haute assemblée et à cette occasion, je voudrais vous remercier. Les sénateurs belges et les députés belges ainsi que le gouvernement belge pour leur compréhension et l'aide qu'ils ont accordée à moi, me soutenant dans mes efforts pour évoluer vers une société paisible et pour réaliser la paix dans mon pays et de pouvoir envisager la mise en place d'institutions démocratiques en Albanie. Ma visite ici ne prendra lieu quelques jours après le 12 juin, jour où l'Albanie a signé l'accord d'association et de stabilisation avec l'Union européenne. La signature de l'accord d'association et de stabilisation est un événement historique pour nous, Albanais. Pour l'Albanie, la période de transition est maintenant révolue et maintenant nous sommes sur la voie irréversible vers la réalisation de notre rêve national, c'est-à-dire le retour et de pouvoir être réunifié avec l'Europe occidentale. Nonobstant les longues souffrances à laquelle a été exposée ma patrie et les divisions qui ont été pratiquées et le nettoyage ethnique qui a eu lieu et la présence de dictatures à nos frontières qui nous ont complètement isolés de l'Europe, mon pays n'a jamais abandonné cet espoir, l'espoir de cette aspiration, et c'est précisément pour cette raison l'intégration dans l'Union européenne est pour les Albanais le plus grand projet, le meilleur projet pour le XXIe siècle, un projet pour un futur européen que nous méritons. Ces accords de stabilisation et d'association seront notre feuille de route pour l'avenir, et ces accords de stabilisation est l'appréciation d'un grand effort consenti par mes compatriotes en l'espace de 40 ans et qui ont réussi à faire aller de l'avant leur pays, passant de la dictature au collectivisme où les droits de l'homme et les libertés fondamentales étaient interdites par la loi. Et dans le cadre du pluralisme démocratique et politique, avec un secteur privé qui maintenant prend de l'essor et qui représente une grande partie du produit national brut. Et donc un revenu par tête d'habitant qui a également fort augmenté. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier le gouvernement du Royaume de Belgique, votre Premier ministre, M. Verhofstadt, et vous, comme représentant du peuple belge, pour les efforts continus et soutenus du Royaume de Belgique au profit de l'intégration de l'Albanie dans l'Union européenne et l'OTAN. Nous sommes tout à fait certains que la Belgique sera parmi les premiers pays à ratifier l'accord de stabilisation et d'association, et nous tenons à vous en remercier. En ce qui nous concerne, nous ferons tous les efforts qui sont à notre portée afin de mettre en œuvre toutes les réformes envisageables pour pouvoir répondre aux exigences, aux critères, aux normes
requis par cet accord de stabilisation et d'association. Nous avons les critères de Copenhague, les critères européens, et tout ceci pour avoir une fondation solide, démocratique, basée sur un marché libre, sur la règle du droit, sur la séparation des pouvoirs et le fonctionnement efficace des institutions indépendantes, la liberté de la presse et une tolérance zéro vis-à-vis du crime organisé et de la corruption. Mesdames et messieurs les sénateurs, en juin 2005, l'Albanie, même dans des circonstances difficiles, je le reconnais, a réussi à obtenir une rotation du pouvoir, c'est-à-dire que la corruption a connu sa fin, puisque la corruption avait empêché le pays à adhérer à l'Europe jusqu'à présent. Et malgré tout, je suis persuadée que dans votre mémoire, vous avez encore des traces inconfortables de ce passé. Au cours de ce premier mois, mon gouvernement a mené des réformes institutionnelles longues et profondes. Notre priorité est dans la consolidation de la règle du droit, parce que c'est la condition de base pour la réussite de réformes futures. Il faut consolider les institutions démocratiques, il faut lutter contre la corruption, il faut mettre en œuvre le principe de tolérance zéro vis-à-vis du crime organisé, qui est considéré comme étant un des systèmes les plus dangereux en Europe, grâce à des plateformes claires, réalistes, valables pour arriver à résoudre cette plaie. Et ce faisant, nous voulons aussi mettre en œuvre des réformes sur la propriété foncière dans des délais brefs, ce qui nous permettra de sortir de l'extra-légalité et ce qui nous permettra de devenir un des pays les plus attrayants pour les investisseurs étrangers. La règle du droit a été donc installée partout dans le pays, et ce depuis quelques semaines. La loi est respectée, elle est observée de manière impartielle. Un succès intangible et réel a été atteint lorsqu'il s'agit de parler de la lutte contre le crime organisé. Et surtout grâce au professionnalisme élevé de la part de nos services de police, et aussi grâce à la collaboration intense avec des agences qui visent le respect du droit, agences étrangères amies. Nous avons été capables de tirer devant les tribunaux tous les groupes et toutes les organisations criminelles dangereuses, en ce compris les membres, on parle de centaines de membres et leurs chefs de file. Au cours de ces derniers mois, le trafic illégal a reçu un coup fatal. Nous avons effectivement, sur les eaux albanaises, décidé de mettre en place un bateau de haute vitesse. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, l'Albanie est un des pays les plus sûrs et les plus sécurisés au sein de notre région. La corruption et sa perception a vraiment diminué de manière énorme. La spoliation de biens et les problèmes physiques ont diminué de manière importante. Grâce à une gestion adéquate, l'économie a également connu une amélioration de sa situation comparativement à l'année dernière. Conformément à ce qu'a déclaré KPMG, l'Albanie, en termes de réduction d'impôts, est numéro 1 et numéro 2 en termes absolus. En termes du secteur économique, le gouvernement a pris de nombreuses mesures en vue de faciliter la performance économique, en vue de créer un environnement économique stable et en vue d'attirer des investisseurs directs. Notre but ultime est que l'Albanie devienne en fait un pays extrêmement attrayant pour les investisseurs étrangers. Dans notre effort visant à attirer les investisseurs étrangers, nous avons réduit de moitié l'impôt sur les petites sociétés. Nous avons réduit de 31% les charges sociales. Le revenu sur le travail a été réduit de 30%. Toutes les impôts, toutes les taxes ont été revues. Les licences commerciales ont été libéralisées.
et des procédures administratives se sont vues simplifiées. Les délais ont été raccourcis de 42 à 8 jours. En outre, nous avons réduit de moitié le coût d'enregistrement des sociétés. Nous avons réduit aussi le prix de l'énergie pour les entreprises de 33 à 45%. Les procédures d'adjudication publique deviennent maintenant aussi transparentes. Et les partenariats publics-privés commencent à naître. La liberté de marché a obtenu ainsi une nouvelle dimension. Conséquemment, nous constatons que la communauté économique s'est intéressée à l'Albanie et décide d'y investir. Il y a 2 jours, l'ambassadeur du Royaume de Belgique à Tirana s'est rendu en fait dans notre pays et je tiens à l'en remercier tout particulièrement. Il représentait des grandes entreprises belges. J'ai le plaisir de vous informer aujourd'hui que la croissance, que le moteur de l'économie albanaise est excellent. Nous avons un taux de croissance de 6%, c'est-à-dire 1% supérieur à ce qui était prévu, parce que les organisations internationales avaient effectivement prévu une croissance économique, mais pas aussi importante que celle que nous avons atteinte. Et nous sommes engagés évidemment à réduire les revenus du trafic et de la criminalité. On aurait pu croire qu'à cause de cela on aurait eu un problème économique, mais ce n'est pas vrai du tout parce que l'index de la demande économique est élevé et les taux de crédit ne font qu'augmenter. Cette année on parle d'une augmentation de 120%. Mesdames et messieurs, nous tenons à vous remercier pour les relations politiques excellentes qui existent aujourd'hui entre nos 2 pays. Et c'est avec plaisir que nous envisageons de les renforcer encore plus. Et ceci au bénéfice ou à l'avantage de nos intérêts mutuels. Le ministère des Affaires étrangères, Karel de Gucht, au mois de mai, est venu nous rendre visite en Albanie. Votre ministre de l'Intérieur va également dans peu de temps se rendre en Albanie et j'attends également une visite d'ailleurs qui m'a été promise de votre Premier ministre, la signature de la déclaration commune entre la Belgique et la République d'Albanie en 2004 a renforcé nos opportunités de collaboration dans les différents domaines qui nous intéressent. Et dans ce cadre, un arsenal d'accords bilatéraux a été conclu dans le domaine de la coopération policière, le transport international de marchandises et de personnes, l'accord de compréhension entre les différents ministres, par exemple relatifs à la rapatriation et le domaine au rapatriement, le ministère de la Justice également, là nous avons une coopération, etc. etc. Je voudrais profiter de cette opportunité qui m'est offerte pour remercier la Belgique qui a décidé de supprimer l'obligation de visa pour les citoyens albanais qui venaient se rendre en Belgique. Nous espérons que pour tous les citoyens albanais, évidemment, ils pourront ainsi se rendre dans les différents pays d'Europe par la suite. Je pense que nous devons nous féliciter de nos relations politiques excellentes, que nous devons maintenant renforcer notre coopération économique et notre commerce bilatéral. Je pense que là, il y a peut-être encore pas mal de pain sur la planche. La Belgique est un de nos partenaires européens le plus important et notre gouvernement a déjà établi pour ce faire un cadre légal pour les échanges commerciaux qui permet également de montrer la volonté politique des deux parties qui veulent évidemment faire du commerce l'une avec l'autre. Dans ce contexte, je suis obligé de souligner que nous sommes dans la région des Balkans et que donc nous offrons des avantages, nous avons un potentiel significatif pour le développement de l'industrie du tourisme. D'un point de vue géographique, l'Albanie est en fait la Suisse plus un petit élément ajouté, c'est-à-dire deux mers merveilleuses. Il faut savoir que ce sont les mers les plus belles de la Méditerranée
les Alpes albanaises, on peut en parler avec leurs opportunités excellentes en matière de tourisme hivernal. Aussi, un pays avec un taux de croissance tel que l'Albanie qui a besoin de se moderniser et de moderniser aussi de manière constante son secteur énergétique. Tout le monde peut ainsi profiter des possibilités parce que le gouvernement a décidé de construire des usines thermiques et nous avons décidé d'avancer par exemple dans le même des technologies de l'information et aussi dans d'autres secteurs qui ne sont qu'en fait émergents et pourtant qui sont importants, qui requièrent des investissements. Pour toutes ces raisons et en plus est véritablement le meilleur marché du travail de l'Europe. Je vous invite à me rejoindre dans mon appel à informer vos électeurs et les investisseurs belges à venir en Albanie. Et j'assure tous les investisseurs belges, ils seront chaleureusement accueillis dans mon pays et ils trouveront une aide très concrète de la part du gouvernement albanais. Dans ce contexte, j'accueille la coopération entre la Chambre de commerce et d'industrie albanaise et la Chambre de commerce et d'industrie de Flandre et de Wallonie. Et chers honorables sénateurs, mesdames et messieurs, Madame la Présidente, je voudrais adresser quelques remarques à propos de une région, c'est-à-dire l'ouest des Balkans, notre région. Je viens ici 3 jours après ma visite que j'ai rendue au Kosovo. Le 12 juin est une journée importante pour les Albanais au Kosovo, je le répète. Et durant ma visite là-bas, j'ai été agréablement surpris par le progrès que le Kosovo a enregistré durant l'année écoulée dans sa reconstruction de son économie, dans la constitution d'un État multiethnique démocratique basé sur la règle de la loi et les règles de droit. Et par conséquent, j'ai été impressionné par la détermination de la part des leaders politiques, de la communauté du Kosovo dans son ensemble, qui pratique une plateforme de décentralisation basée sur la charte européenne de l'autonomie régionale et remplit donc les desiderata du groupe de contact. Mais j'étais encore plus impressionné par leur vision européenne et leur détermination de la part des membres du Kosovo de réintégrer la grande famille atlantique et européenne. Dans le message que j'ai adressé au leadership Kosovo ainsi qu'au leadership de l'opposition du Kosovo, je les ai incités à continuer à pratiquer cet esprit de tolérance et de pratiquer la prudence et de les inciter à coopérer avec les pays occidentaux et de manière à construire un État du Kosovo qui soit fondé sur la règle de droit et qui respecte ses citoyens sans aucune discrimination. Aux Albanais du Kosovo, je lance un appel à démontrer une fois de plus la puissance de leur générosité et de leur appartenance à l'Europe et de pardonner aux oppresseurs du passé. Pardonner ne signifie pas oublier, bien au contraire, c'est la façon la plus noble pour se mémorer la mémoire des personnes qui nous étaient chères et qui sont décédées et qui se sont sacrifiées et de manière à préparer un meilleur avenir. De manière à ce que cet avenir soit prometteur pour le Kosovo comme pays libre. Avec beaucoup d'admiration, j'ai observé que les citoyens du Kosovo sont animés par ces valeurs et ces principes au quotidien.
Et je crois que de telles vertus et une attitude hautement civique de tolérance et de pardon et la volonté du peuple du Kosovo à assurer son indépendance et de réintégrer la famille européenne a démontré à plus d'une reprise doit être respectée et sera la paix et la stabilité, la coopération dans la région. Ce sera le garant de cela. Et par là même, des développements récents au Monténégro ont démontré la détermination de ses citoyens vers l'intégration dans l'Europe et la communauté atlantique également. L'un des facteurs principaux qui a contribué les pays des Balkans dans leurs efforts à tourner la page sur leur passé amer, c'est leur volonté d'intégration qui a survécu aux conflits et guerres et qui a donné lieu à ce processus de coopération, respect mutuel, amitié, confiance et espoir que nos nations qu'ils partagent entre eux maintenant. Nous sommes donc très confiants que la pleine intégration de nos pays dans l'Union européenne et dans l'OTAN est l'instrument le plus efficace pour garantir la stabilité régionale, la sécurité, la paix ainsi que le développement économique. Je vous remercie pour votre attention. Prime Minister, I thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, pour cette intervention extrêmement enthousiaste. J'ai suggéré aux collègues de poser des questions s'ils le désiraient. Je vois qu'il y a déjà deux personnes qui demandent à prendre la parole. D'abord, Monsieur Vandenberg et puis Monsieur Van den Brandt. Vous le faites en anglais ou il vous faut une traduction? Donc, un instant pour la traduction. Monsieur Vandenberg, Monsieur Vandenberg, à vous la parole. Et je tiens également à accueillir notre ministre de la Justice qui vient d'arriver, Madame Onkelings. Évidemment, je donne la préférence à pouvoir m'exprimer dans la langue maternelle. Le Premier ministre vient d'une région... Trois. Très bien. Donc, je donne la préférence à m'exprimer dans la langue maternelle, Monsieur le Premier ministre, parce qu'ici en Belgique, nous sommes également, depuis longtemps, en présence d'une société multiculturelle et qui a trouvé la solution à ces problèmes, notamment par l'usage des langues libres. Et donc, vous avez suffisamment d'expérience dans votre propre région pour comprendre ce que cela signifie pour nous. Monsieur le Premier ministre, j'estime... que c'est un honneur insigne qui nous échoit aujourd'hui de vous avoir entendu et j'ai écouté attentivement votre allocution très inspirée. Cela peut nous servir de leçon, pas seulement pour les hommes d'affaires, mais également les citoyens qui souhaitent passer des vacances dans leur pays. Mais je voulais mentionner tout spécialement quelque chose parce que ce Sénat et surtout la Commission des Affaires étrangères portent un intérêt tout spécial à la région des Balkans. Alors la question que j'avais préparée est en fait déjà solutionnée en ce qui concerne la problématique du Kosovo. Nous avons constaté que la majorité de la population au Monténégro s'est prononcée dans le cadre d'un référendum en faveur de l'indépendance. Nous avons également constaté que la Serbie s'est inclinée devant le résultat de ce scrutin, ce qui n'était pas aussi évident. Et donc nous savons maintenant que la situation au Kosovo à l'heure actuelle évolue ou doit aboutir à une solution si l'on veut stimuler un peu, par exemple, notamment le marché du travail, l'emploi dans la région. Je me réjouis de ce que vous avez dit. Votre attitude vis-à-vis du Kosovo était très positive. Vous avez même utilisé l'expression pardonner, mais non pas oublier. Eh bien, par hasard, c'est une
expression que j'ai utilisée également au cours de ma carrière politique pour la situation qui prévaut en Belgique, parce que la Belgique a également un passé qu'elle n'a pas tout à fait encore digéré en quelque sorte. Alors je dis oui, il faut pardonner, c'est une vertu catholique, mais oublier, c'est un processus psychologique. Alors votre conception à propos du Kosovo, eh bien je peux y adhérer à 100%, mais je comprends également que vous pouvez exercer une grande influence sur la stabilité de la région. Alors je voudrais vous demander très concrètement, avec l'autorité qui est la vôtre comme Premier ministre de l'Albanie, quelle serait votre influence réelle pour arriver à un statut définitif pour le Kosovo en respectant les minorités, avec respect pour l'état de droit et surtout sans recourir à la violence? Je donne immédiatement la parole à M. Van den Brande dans la foulée, de manière à ce que le Premier ministre puisse répondre à ces deux questions. Merci, Monsieur le Président. Je m'estime très heureux et je suis très réjoui de devoir compter sur la présence du Premier ministre de l'Albanie ici. Nous avons travaillé ensemble à Strasbourg, au Conseil de l'Europe, et il est important de noter que vous étiez déterminé d'œuvrer pour la paix et pour l'état de droit. Quand j'ai regardé le pays, je me rends bien compte que vous devez évidemment faire face à de nombreux défis, même si le taux d'inflation va dans le bon sens. Malgré tout, vous êtes confronté à de nombreux défis et votre rôle à jouer dans les Balkans avec une importance énorme. Parce que, honnêtement, l'Union européenne est ce continent où finalement on ne peut avoir qu'un avenir qu'au travers de la stabilité et de la coopération aussi dans la région des Balkans. J'ai une question qui s'adresse à vous plus spécifiquement. Il s'agit non pas simplement du fait que vous êtes pour la règle du droit, pour la démocratie et finalement pour les droits de l'homme. Je sais que nous avons travaillé ensemble à Strasbourg et que dès lors vous êtes en faveur de ces principes. Et comme vous le savez, l'Albanie est sous monitoring. Et le monitoring, évidemment, ce n'est pas négatif. Le monitoring, c'est ce qui permet de juger un pays. Et en fait, on vous demande tout simplement de coopérer pour atteindre les buts. Et moi, ma question, c'est ce qui appartenait aux familles européennes. Quel est le délai, quel est le calendrier que vous avez prévu ou que vous prévoyez pour l'Albanie pour atteindre les buts de la convention que vous avez signée, par lesquels non seulement on a la ratification, mais aussi les piliers démocratiques essentiels d'un État démocratique qu'est l'Albanie. Et je voudrais vraiment savoir quel est votre calendrier pour mettre en œuvre, je le répète, ce que vous annoncez, et finalement aussi la lutte contre la corruption, le blanchiment, le trafic, etc. Je veux vous remercier tout particulièrement, Monsieur le Premier ministre, et je crois que nous avons un intérêt commun à bien coopérer ensemble. Voilà, la parole est au Premier ministre pour répondre aux deux intervenants. Thank you very much for... Merci beaucoup pour vos deux interventions. Je vais d'abord répondre à la première question relative au Kosovo. Pendant 7 ans, la communauté internationale et le peuple kosovar, ensemble, ils ont construit un pays vraiment, vraiment impressionnant, qui, hélas, n'est pas véritablement connu. Parce que les articles de la presse parlent d'autres aspects.
Pensez à la réconciliation sociale, ce qui est tout à fait fondamental pour le pays. C'est une leçon de toutes les nations civilisées. Et je l'ai dit aux Albanais. C'est fondamental pour la paix au Kosovo. Et c'est aussi fondamental pour les relations entre les Serbes et les Kosovars qui doivent ensemble envisager un avenir paisible. Deux nations qui vivent côte à côte depuis des siècles et qui, selon moi, n'ont aucune autre option. C'est la raison pour laquelle je considère que cette réconciliation est plus importante même que le Kosovo lui-même. Et je suis évidemment là pour défendre les causes, les Kosovars, toujours. Je suis toujours évidemment du côté des Kosovars. J'ai l'obligation morale d'insister, et j'insiste, pour la protection des droits des minorités. Mars 2004. J'étais là, le premier à condamner ce qu'ont fait les Albanais contre les Serbes. Alors aussi, la CAFOR. J'ai rencontré tous les étrangers de la CAFOR. Et je suis tout à fait convaincu que ces peuples peuvent vivre côte à côte. J'étais au Kosovo, qui était pourtant le berceau du nationalisme. J'ai aussi été là où Milosevic a fui. J'ai rencontré des Serbes, des Albanais, et ils veulent tous vivre ensemble. Et les étrangers m'ont dit que à partir du moment où ils ne sont pas manipulés par Belgrade, ils veulent vivre ensemble. C'est un point commun. La Serbie doit aussi, c'est une obligation, s'occuper des minorités et protéger le droit des minorités, mais pas les manipuler. La carte des Balkans pourrait être dessinée de différentes manières. Je pense que la communauté internationale a choisi la meilleure manière qu'il soit. Et le processus d'intégration permettra de résoudre tous les problèmes restants. En tout cas, c'est mon avis. Alors, je voudrais également parler de la situation là-bas. Maintenant, en ce qui concerne le rôle de l'Albanie, eh bien, l'Albanie essaye. D'abord, nous avons besoin les uns des autres dans la région. Le moteur. Ah non, plutôt, mon slogan. Avec mes amis dans la région, il faut qu'on s'apprécie davantage les uns des autres par rapport que les autres nous aiment. Chacun a le droit de demander pourquoi faut-il apporter ces gens, mais ce que j'essaye, je suis convaincu qu'il y a une forte volonté de tous les gouvernements du Monténégro, de Macédoine et de l'Albanie. Nous espérons que la Serbie contribuera à établir des bonnes pratiques dignes de pays civilisés, de nations civilisées. Voilà donc ma conviction profonde. Alors, en ce qui concerne le crime organisé et la corruption, certes, ce sont des cancers qui doivent être éradiqués. Aucun pays a davantage souffert du crime organisé que mon pays. Et je peux vous dire que je ne sais pas qui a cru que nous aurions tant de succès dans notre guerre contre le crime organisé, parce que nous avons pratiqué la zéro tolérance, aucun compromis, aucune coopération. Et
quelques centaines de criminels ne peuvent pas saper l'existence d'une nation. Je peux vous dire qu'ils ont tous été arrêtés, la plupart en Albanie, en Italie, en Macédoine, en Turquie. Et pour nous, l'Europe et donc toutes les agences chargées d'appliquer l'ordre et la loi nous ont aidés, et donc notre pays dès lors ne souffre plus du crime organisé. Alors la corruption, c'est terrible, c'est une maladie terrible, et j'avais raison en disant aux Albanais que nous allions nous-mêmes, nous Albanais, nous battre contre la corruption. La tentation est à l'origine de tout péché. Et pourquoi? C'est la raison pour laquelle nous avons commencé correctement. Nous avons tenu l'administration hors des conflits d'intérêts. Elle était basée là-dessus. Et l'utilisation de l'argent public à des fins personnelles. Cela nous a permis, en un laps de temps très restreint, d'augmenter les revenus des taxes de l'ordre de 32%. Et cela nous a permis améliorer les procédures et les dépouiller de toute leur corruption. Nous avons fait cela en diminuant tous les coûts de 40%, les frais que les gens mettaient en poche. Alors voilà, nous avons été déterminés et cela a payé. En ce qui concerne le monitoring, moi-même, je n'ai jamais craint cela. J'ai toujours considéré cela comme un processus qui nous serait profitable, et il l'est, parce qu'il existe une opinion selon laquelle il faut mettre un terme à cela, parce que cela porte atteinte à notre effort, à l'accord de stabilisation. Non, le gouvernement albanais ne procédait pas à des élections libres, et c'est pourquoi j'ai demandé l'aide à ce Sénat. Madame Lisa, j'ai rencontré également des interlocuteurs européens afin que nous puissions organiser des élections libres. Et c'est l'intérêt vital de notre peuple, tout cela. J'espère que les résultats seront plus rapides que je ne le prédis. Alors je remercie chaleureusement le vice-ministre Aurelix à Onkelings. Ministre de la Justice. Je vais simplement conclure en demandant à M. Philippe Leuk si il pourrait vous remettre, en fait. Il faut savoir que c'est un photographe qui est très fort réputé. On le connaît dans un de nos journaux le jour, et il a fait donc des photos du Kosovo. Monsieur Dehaut a fait les commentaires. Voilà. C'est un souvenir de votre présence ici dans ce Sénat. Merci. C'est fini.